personnel, moi je suis pédiatre, je suis du centre de la drépanocytose. On entend bien. Voilà. Et en fait, il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai créé un projet en fait dont l'objectif est la prévention de la douleur dans la drépanocytose qui inclut des soins de support aux patients, aux parents. Donc, l'hypnose, la méditation, les massages, comme vecteur de lien parent-enfant. Et puis, une rencontre aussi avec Isabelle Delchon, qui a permis de mettre en place des applications de médecine narrative en pédiatrie. Donc, on a commencé des ateliers pilotes. Et donc, je suis là pour ça, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout fait les débuts de médecine narrative. Je n'ai même pas assisté aux ateliers. En fait, on a préparé ensemble avec un conteur sénégalais qui a écrit déjà 2 histoires. Et c'est assez passionnant. Et ça remet effectivement, je pense, ce rôle au patient. C'est ça le rôle principal. Et peut-être aussi la place des parents. Je pense que dans une maladie chronique, au moment du diagnostic, il y a vraiment un trauma qui se fait au niveau des parents. Ça va. Narcissisation, probablement, j'espère. Et je pense qu'effectivement, peut-être la médecine narrative pourra avoir aussi une forme de soutien, de sécurisation qui permettrait, si on reste dans la maltraitance, de permettre de se sentir plus en sécurité. Parce que nous, on a quand même quelques patients qui sont un petit peu plus que dans la population générale, on va dire. Et c'est ce qu'on a diagnostiqué parce que je pense qu'il y en a d'autres. Et donc, je pense que voilà, probablement, il y a un soutien du patient dans sa maladie chronique, le remettre au centre de la gestion. Là, on parle de la douleur, par exemple, mais c'est aussi de sa maladie chronique à travers différentes méthodes. Je pense qu'il n'y a pas que la médecine narrative, il y a une complémentarité. Donc, l'idée, c'est d'associer une étude à ça, qualitative plutôt, en sciences humaines, pour essayer de voir qu'est-ce qui se joue en fait et sur quoi on agit avec les différentes méthodes qu'on peut proposer. Et puis après, de voir si après ça peut se proposer à d'autres maladies. Simplement ça, le développement. Vous faites des ateliers avec des enfants? Ouais. On a fait 2 ateliers pilotes. Depuis 2022, on a fait là, et le dernier c'était en avril. Là, en octobre et avril. Et puis, c'est très intéressant parce que, bon, voilà, moi j'ai pas du tout fait le début, mais c'est vrai que ce lien avec la littérature, cette ouverture aussi, comme vous disiez, cette ouverture aux autres, aux différentes visions, aux différents mondes, je pense qu'effectivement ça peut apporter d'avancer ensemble en tant que soignants et puis d'être plus dans la globalité de la vie. Merci. Bonjour, Christelle? Bonjour. Ah oui. Alors, vous êtes là, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tout le monde à Bordeaux. Merci beaucoup, Jocelyne, pour cette présentation et ce partage d'expérience qui est vraiment très enrichissant. Merci Isabelle, merci Véronique de m'avoir permis de participer à distance, malheureusement. Moi, je suis également pédiatre. Moi, je suis pédiatre néonatologiste. La néonatologie, c'est le soin de l'enfant malade ou mature, mais c'est aussi le soutien de cet enfant très vulnérable et le soutien de ses parents. Et donc, on a un rôle très important où on charge dans le soutien à la parentalité.
Et depuis de nombreuses années maintenant, je suis aussi convaincue de l'importance dans mon travail d'associer aux soins médicaux, aux soins techniques, un peu plus d'humanité et de soins personnalisés. Et ça, on arrive à mettre en place cela en néonatologie avec le soin de soutien et les soins de développement. Alors moi, j'ai pris connaissance de l'existence de la médecine narrative il y a moins de 2 ans, presque par hasard, et j'ai été assez séduite par l'intitulé en fait. Médecine narrative, pour moi, ça associe deux centres d'intérêt, 2 passions, la médecine et la littérature. Et puis, très rapidement, presque intuitivement, je me suis dit que ça devait faire écho à notre travail en périnatologie. Et j'ai eu la chance de faire le début avec Isabelle. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris la médecine narrative, comment ça comprend une partie de la médecine narrative, et j'ai aussi eu une expérience très, très enrichissante. Et là, à l'issue de ce travail, une réflexion que j'ai pu mener en lien avec mon travail professionnel, je suis convaincue que la médecine narrative a sa place en néonatologie. Parce que la problématique, c'est de bien comprendre les patients qui s'expriment pas par la parole, de bien comprendre ces parents qui sont en grande difficulté vulnérable juste après cette naissance qui est traumatisée. Et c'est très important pour nous de bien comprendre les parents, de bien comprendre la place de cet enfant dans la famille, et puis de pouvoir créer un lien et de travailler d'avoir une affiliation finalement avec ses parents pour qu'ils deviennent partenaires de soins, qui prennent leur place de parents à part entière et qui deviennent donc c'est là où effectivement je vois que pour moi la médecine narrative c'est quelque chose à mettre en place qui ne peut pas faire que de nous aider en médecine néonatale. Et puis quand ça a été dit par Jocelyne, au quotidien on s'en rend bien compte que l'on a des pieds, c'est évident, et ça nous empêche de bien travailler avec les parents. Je pense que comme vous avez pu démontrer, c'est vraiment un plus pour la pratique. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci Christelle. Du coup, moi je suis pédiatre également et je m'occupe d'enfants en situation de handicap déclaré ou suspect ou avec suspicion de handicap. Donc déficient quelque part. Parfois parce que la vie les a construits comme ça, parfois parce qu'ils ont eu un parcours de soins qui a commencé très tôt dans la vie, quelquefois en anténatal. Et donc nous sommes confrontés à cette question de la mort, de la violence, de l'annonce, de la représentation de projet de vie contrariée. Et effectivement, la question de l'accompagnement de l'enfant dans son identité, en construction, en devenir, et l'aide apportée à ses parents est toujours exprimée. Et la médecine narrative, par la multitude des récits que l'on reçoit dans l'après-coup, souvent, nous semble un outil qui pourrait un jour venir en aide d'ores et déjà, il y a énormément de soignants, effectivement, cette transformation des regards par la médecine narrative est réelle. Je peux en témoigner après une année d'atelier auprès des élèves et des sœurs, et après le début. Et du coup, la question qu'on voulait vous poser, elle est toute simple. En quoi la médecine narrative a modifié votre pratique de la pédiatrie? Voilà. Et quels outils? La question des outils, c'est aussi une question qui a été posée dans le... Merci de tout ce travail
t'en fais pas. Sur les cinématiques, j'ai une question comment je suis dans. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce qu'au fond c'est. Je remercie tout le monde. Je fais un commentaire sur ce qui se fait déjà, c'est très riche. Je pense que c'est fantastique d'entendre tout ce qui se fait ici. Mais j'ai une question sur comment dans les équipes qui font une question plus tard sur comment on fait la recherche justement où sur le consentement des enfants, quand on fait des groupes comme ça. Je crois que vous avez plus de, je sais pas si c'est de la chance, mais vous avez une plus grande flexibilité ici que nous avons chez nous. D'une certaine. Non, je sais pas. Où on a toujours peur de se faire attaquer, ou en tous les cas, il faut toujours penser si quelqu'un vient nous attaquer, il faut qu'on. Je crois que l'herbe est toujours plus verte pareil. dans le pré du voisin. D'accord, on est pareil. Alors, comment ça a changé? Pour une chose, ça m'a confirmé l'importance de l'écoute du malade. Je pense que c'est vrai dans toute la médecine, mais c'est encore davantage vrai dans la maltraitance ou dans les situations difficiles, même dans tout ce qu'on a, ce dont on a parlé, que ce soit les prématurés, que ce soit les autistes, ce sont des populations qui sont à plus grand risque de maltraitance. Donc tout ça, reconnaître, je pense que c'est de reconnaître les hauts risques, dans tout ça on parle de la même chose, en plus ça vient premièrement, de prendre le temps, c'est-à-dire d'écouter, hein, c'est-à-dire écouter les parents, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ne disent pas, hein, ou ce qu'ils disent, ou les postures, et je crois que ça m'a appris à l'importance de ça. Quand on sent on se précipite, on doit quitter l'office, on doit aller. Il faut vraiment se poser et se dire non, j'annule un rendez-vous, etc. Mais c'est un cas, il faut prendre du temps et l'importance de ça. L'autre chose, c'est assez. Quand on est passé du dossier médical au dossier électronique, je pense que là, il y a beaucoup de médecins qui sont partis à la retraite, immédiatement. Mais c'est aussi comment vous gérez ça, hein. Comment on pose des questions, enfin, nous, je pense que ça se passe pareil tout le temps dans les UAPED, on n'interviewe pas la mère et l'enfant en même temps. Donc, on a la chance d'avoir, moi j'ai 1 heure, on a gagné ça, tout le soin c'est gratuit, heureusement. Donc, je passe 1 heure le temps qu'il faut, avec, je pense, un peu plus de temps avec ma mère, je crois que c'est vos cas, ça va être aussi la même chose. Donc, au point de vue comment on gère le dossier médical en regardant le moniteur en tapant à l'ordinateur et sans regarder la patiente. Je veux dire, ça, il faut gérer ça, mais il faut se rendre compte de comment on fait les choses. Donc, ça, ça m'a confirmé que c'était la façon de se conduire. L'autre chose qui, pour moi, m'a vraiment, je parlais de Mère Le Ponty, et je crois que moi, ça m'a aussi, j'ai compris qu'on jugeait les mères, les pères, moi l'enfant, au moment où on allait les rencontrer, ou bien dans la salle d'attente, ou bien quand ils arrivent dans notre bureau. Je crois que c'est un discours qui a fait comme ça, on n'est pas neutre quand on arrive, on a déjà, ou bien tout de suite on sait, on a des fois, on n'aime pas ce malade. Ou alors au contraire on a c'est se méfier de ça. Mais c'est porter attention à nos corps. Alors moi et je me suis aperçue que souvent je jugeais comment elle est habillée, comment il est habillé, comment il se comporte, c'est son état de santé, est-ce qu'il sent mauvais, la saleté, parce que dans le livre c'est peut-être notre livre de je pense que c'est vraiment. Mais et comment on commence à juger, c'est même pas la couleur de la peau, la façon dont il s'exprime. Je crois que le langage,
Est-ce qu'on juge c'est quelqu'un d'éduqué, de pas éduqué, qui est étranger, qui n'est pas étranger, c'est une migrante. Donc, moi j'ai pris conscience de ça. Je crois que j'avais pas autant conscience de ça. Et on fait une pause, c'est-à-dire on se rend compte de ça. Alors, ça ne veut pas dire, on le met de côté. C'est vraiment, il faut le comportement. Prendre des comportements, tu vois. Et donc je fais ça. Et l'autre chose, c'est donc une chose un petit peu bête, c'est soit, surtout si des journées assez chargées, bien des cas assez chargés, parce que quelquefois il y a des cas qui nous sidèrent un petit peu, c'est de prendre le temps avant de rencontrer la patiente, c'est de faire un petit peu de méditation. Après la méditation, là, tout ce Oui. voilà. Oui, moi je refaire. Et j'ai entendu quelqu'un qui dit quand vous rentrez dans la chambre d'un malade, si vous êtes hospitalisé, c'est avant de tourner la poignée, de se recentrer, encore respirer. Et je crois que ça, j'aurais pas fait ça. Jamais j'aurais pensé à ce corps, ce phénomène avant. L'autre chose, c'est que quelquefois, je me sers, moi, de l'écriture. Alors, je ne sais pas, je pense que peut-être que vous, en tant que psychologue, vous utilisez ça, mais je sais qu'il y a quelquefois des cas d'enfants qui vous sidèrent aussi. J'avais vu une petite fille de 10 ans qui était arrivée avec toutes des coupes, elle avait des marques de ceinture partout. J'étais un peu choquée. Et la mère avait déjà admis qu'elle était arrêtée. Elle était en bas, parce que nous, au centre, on a une prison en bas. Elle était déjà arrêtée, et la gamine n'arrêtait pas. Elle a dit ah non, il ne s'est rien passé. Non, ma mère, elle ne m'a pas battue. Pas du tout. Je me suis couchée sur le lit et il devait y avoir quelque chose sur le lit. C'est pour ça que. Et après, je me suis rendu compte que c'était même pas. Le but, c'était pas qu'elle arrive à révéler les choses. J'avais suffisamment d'examen physique pour dire à la police, oui, c'est consistant, c'est vrai, c'est pas autre chose. Elle n'a pas une hémophilie ou une autre chose, pas expliquer ça. Mais pour moi, j'étais sidérée. Et quand j'étais en cours, en fait, avec Catherine Roger, et j'ai donné une voix à cette petite fille. Parce que je n'arrivais pas à. Comment. Et cette fois, en fait, je me suis servie d'un bouquin qui s'appelle Heavy, par qui c'est moi qui est black américain du Sud, qui a été abusé par sa mère, et qui parle de il y a un mensonge, mais on va garder le mensonge entre nous pour garder notre relation. Alors j'ai donné une voix à cette fille en disant maman, je n'aurais rien dit, on est ensemble, c'est un mensonge, c'est bien un mensonge, je sais ce que tu as fait, mais c'est un mensonge. Et moi, ça m'a aidé et je n'avais pas compris aussi cette façon dont les enfants ils aiment toujours sidérer comment les enfants battus veulent toujours retourner chez les auteurs et les instituts. Et comment j'arrive, pour moi ça m'a aidé. Donc c'est un peu ça, c'est l'écriture. Alors je ne sais pas si, je crois pas que j'aurais, c'était en fonction de ce bouquin aussi, mais comment, je crois pas. Et ça relève de l'exercice du dossier parallèle. Merci. Voilà, tu veux parler peut-être un petit peu. Juste, voilà, le dossier parallèle, qui est un outil mis en place, donc pas tant que dans le cadre de la médecine narrative. C'est un dossier qui, comme il se dit et se présente, c'est un dossier qui est en plus en parallèle du dossier médical et qui ouvre en fait un espace de parole, ce que tu viens d'évoquer, pour le soignant qui va pouvoir réinvestir une expérience vécue en pouvant parler en première personne, ce qui est moins fréquent dans le cadre d'un dossier médical, et nous va laisser la possibilité de laisser affleurer les émotions, les ressentis, les souvenirs personnels qui vont interférer en fait avec l'expérience et la rencontre du patient. Et c'est un moyen pour une petite connaissance. On le sait, l'écriture réflexive, c'est une façon de se connaître. Hein. Rien de nouveau sur la planète, on est bien d'accord. La seule chose, c'est que là, on l'aborde à l'aune d'un champ professionnel. En fait. Ça devient un outil qu'on peut réinvestir, qui est voilà, dans le laboratoire réflexif
pour sa propre pratique personnelle. Alors, le temps des on prend une question et puis on s'autorise 5 minutes de pause, si vous voulez bien. Et le temps de pause nous permet aussi de continuer à discuter. Bonjour, je m'appelle Manuel, je suis étudiante en M1 de psychologie et anciennement infirmière en réanimation médicale. J'ai même voulu un stage en réanimation pédiatrique au CHU. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est le travail autour du burn-out, autour des soignants. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup vécu, en tout cas, des moments qui cristallisent toute une équipe autour de situations de soins qui sont très complexes, qui peuvent mettre à mal une équipe, et du coup, ça peut aussi, des fois, dégénérer autour de représentations qu'on peut avoir autour d'un cas particulier ou d'une famille. Est-ce que vous auriez je suppose que vous travaillez avec les soignants, d'après ce que j'avais compris, est-ce qu'on pourra avoir des retours? Comment ça peut, sur un travail un petit peu au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui a pu être amené auprès de l'équipe et qu'est-ce que ça peut engendrer? Alors, moi je vais parler de mon côté, mais je vais aussi surtout laisser la parole à Cynthia. J'en dirai, alors ça pour le coup, j'en dirai quelque chose dans ma présentation. D'accord. Vraiment, je fais un tout petit focus là-dessus, puisque on fait ça notamment à la chaire. Voilà, à la chaire de philo, il y a vraiment une approche qui est dédiée à cette question-là. Dans le cadre ici de Bordeaux, on n'a pas d'approche centrée sur le clinique du burn-out ou sur la question du burn-out. Ce qui est sûr, c'est comme je souligne la mise en évidence, c'est que ça participe d'un mieux-être, en fait, dans le cadre de sa pratique. En fait. Alors, attention, je m'arrête 15 minutes, parce que l'enjeu, ça n'est pas de faire des ateliers de médecine narrative un moyen pour avoir des soignants plus efficaces et en meilleure santé. Attention, hein, c'est pas un niveau managérial. Comment $50, ah, ça c'est encore autre chose. Il y a un autre niveau. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on constate, hein, les témoignages vous disent, il y a des études qui l'ont démontré, il y a effectivement, comme effet ressenti, une diminution du burn-out. Ça a été évalué dans des études. Moi, je suis allée faire le workshop à Columbia et la thématique, c'était la clinique du burn-out. Donc, il y a des études qui, effectivement, évaluent le fait qu'en suivant des ateliers de médecine narrative, eh bien, a priori, on va un peu mieux. Voilà. Mais c'est pas un objectif, c'est pas central dans le cadre de notre approche. Et Cynthia va parler d'une autre expérience qui est menée à Paris, donc à la chaire de philo, et maintenant à Charleroi, sur cet aspect plus précis de la clinique de la philo. Je vous pose la question par rapport aux comités d'éthique qui sont en place. Et bien, ce sera les questions qui ont été posées par l'équipe, les questions sur les élargies. Vous avez peut-être aussi à avoir une réponse aussi du comité d'éthique. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects, moi je vois deux aspects à votre question, les deux faces de la même pièce. Et il y a d'une part une importance à travailler effectivement avec le comité d'éthique. Et nous, encore une fois, dès lors qu'on travaille avec les patients, on est vraiment au balbutiement. Hein. Donc au tout début, on commence à travailler avec l'école de santé publique de Bordeaux. Donc on avance, on chemine très doucement. Mais il y a effectivement la place de la parole du patient dès lors qu'elle intervient dans le cadre d'une étude qui est évidemment à protéger, on le sait, il y a des représentations qui existent. Et puis il y a un deuxième aspect qui est la possibilité dans les comités d'éthique de travailler aussi avec cette équipe narrative. Et on a des exemples. À Charleroi, donc, une antenne de la chaire de philo à l'hôpital travaille avec une approche narrative, alors sur deux aspects, hein, à la fois pour les étudier, mais aussi en lien avec le comité d'éthique. Et puis il y a aussi Fonds de Vaux à l'hôpital de Bruxelles, Valfraud-de-la, qui est l'hôpital de pédiatrie, qui travaille au sein même du comité d'éthique à partir de la médecine narrative. Bah oui, évidemment.